Je te laisse faire l'intro si tu veux bien. C'est parti. Vas-y. Donc, bonjour à tous. Donc, vous l'avez bien compris, le sujet de notre webinaire aujourd'hui portera sur le travail collaboratif efficace et donc quel choix souverain face aux outils GAFAM. C'est la question pour laquelle nous sommes tous réunis aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter rapidement. Donc, je suis Soumia Fekroun, chargée marketing, communication et commercial. Bonjour, donc moi je suis Olga Dernavaya, je suis en charge de la direction de projet de déploiement d'une autre solution qui s'appelle GoFast pour les grands comptes. Bonjour, Christophe Arpenter, je suis le président et fondateur de CEO Vision. Bienvenue. Donc à nous tous, on va vous convaincre aujourd'hui qu'il y a mieux que Microsoft, Google et toutes les autres applications qu'on superpose en millefeuille. Alors pour toute question, nous vous invitons à envoyer un message dans le chat. Tout au long de la présentation et de la démonstration, nous y répondrons ensemble à la fin du webinaire. Et juste au programme, donc il y aura 15 minutes de slides à peu près pour expliquer les problématiques traitées. 25 minutes à peu près de démo et puis bien sûr un temps pour les questions-réponses. Je poursuis. Ouais. Donc déjà, avant de se lancer, on va dire, petit focus sur les outils GAFAM, tels que la suite bureautique Microsoft, avec SharePoint notamment, le Drive de Google, ou encore les autres applications qui sont censées nous aider, telles que Zoom, Slack, WeTransfer ou encore DocuSign, mais qui en réalité dispersent encore plus les informations. Il est important de savoir qu'ici, aucun de ces outils offre un environnement unifié, même les plus complets. De plus, vous avez tous bien remarqué que certaines situations, telles que le confinement, a forcé les individus à empiler ce genre d'appli, sans savoir quel bazar cela engendrera par la suite. Mais ne vous inquiétez pas, Olga va nous montrer une solution simple et unifiée qui existe depuis maintenant 11 ans déjà. Donc entre-temps, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat quelles applications vous utilisez et nous partagerons ensemble cette information. Voilà les usages que vous pouvez avoir de votre côté. Donc à vos claviers. Alors, je poursuis. Je vais passer sur la partie constat, problématique et quelles sont les solutions, on va dire, que nous, on propose. Donc, le constat, surtout après Covid, c'est assez affligeant de voir à quel point on a, dans l'urgence, dans les impératifs liés à la mise en place du télétravail, on a empilé en fait un certain nombre d'outils, d'applications, entrepôts documentaires. Donc, bien sûr, le serveur de fichiers. Par-dessus, il y a des VPN pour accéder à ces serveurs. On a toujours, bien sûr, la messagerie, les pieds jointes, encore plus qu'avant. Voilà, on a également rajouté un certain nombre de couches ici pour du chat, des webconférences. Et dans certains cas, dans une même organisation, on va avoir plusieurs outils pour les mêmes besoins. Hein, voilà, plusieurs webconf, plusieurs chats. Et on a aussi, parce qu'on n'avait pas toujours accès correctement au serveur de fichiers, dans certains cas, rajouter des répertoires partagés. Bon, pour pas citer du OneDrive par exemple, hein, après peu importe l'outil, mais l'idée ici, c'est vraiment de voir que ce constat est assez affligeant, c'est qu'on a multiplié les outils, multiplié les entrepôts, et par-dessus, donc ça c'est un peu à côté, hein, je dirais, d'une application, mais on a quand même voulu le citer, on a observé que dans certains cas, des coursiers qui ont été mandatés en fait pour faire du transfert de papier main en main pour notamment certains documents critiques importants pour faire des signatures papier. Et par-dessus, bien sûr, un PC portable pro pour tous les agents, pour tous les salariés d'une entreprise, ça rajoute une difficulté puisqu'il faut mettre en place toute une logistique et la maintenance qui va avec. Donc voilà, ça c'est vraiment le constat de départ ici. Alors, les problématiques liées à cette collection d'outils, hein, c'est comme j'ai évoqué déjà à la slide précédente, donc trop d'applis, trop de silos d'informations du coup, et trop d'entrepôts documentaires. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un énorme bazar dans les arborescences, hein, sans parler du fait qu'il y a plusieurs arborescences, trop d'arborescences et du bazar partout. Ce qui fait qu'on a beaucoup trop de doublons, des erreurs de version. On a également maintenant trop de messages, trop de discussions et toujours autant d'emails si ce n'est plus. Donc trop de canaux, hein, pour faire simple.
On met énormément de temps, encore plus qu'avant, à rechercher l'information, parce que déjà avant, on mettait énormément de temps à retrouver entre ces mails, son serveur de fichiers, ses notes perso, un post-it sur l'écran, peu importe. On mettait beaucoup de temps à retrouver une info ou un document. Aujourd'hui, en démultipliant les canaux, les applications, c'est encore pire. Et on se retrouve aussi à jongler avec des dizaines d'identifiants. Puisque comme il s'agit d'applications mises les unes à côté des autres, on se retrouve en fait avec un identifiant par application. Elles sont rarement fédérées à ce niveau-là. Et pour finir, infobésité, donc je pense que vous connaissez tous le terme, on finit un petit peu par se perdre dans cette masse d'informations. Voilà, et le risque à tout ça, pour les agents, les salariés, enfin, les utilisateurs, c'est le burn-out. Pour la DSI notamment, il y a des risques de sécurité, parce qu'il faut quand même maintenir tous ces outils, veiller à patcher toute la partie sécurité. Voilà. Le risque Cloud Act, puisque Romain l'a évoqué, comme Soumia l'a évoqué en intro aujourd'hui, la plupart de ces outils, sauf erreur, on est à 70% à peu près des clouds, sont des clouds états-uniens, donc qui sont soumis au Cloud Act. Et également risque contractuel, pourquoi? Parce qu'il faut gérer toute la partie administrative et juridique liée au contrat de toutes ces applications. Alors, je poursuis. Donc, vous allez voir, pendant la partie démo notamment, on a une approche qui est assez différenciante par rapport à peut-être ce que vous aviez en tête. Partant de ce constat, on s'est vraiment dit il faut absolument remettre la gestion documentaire au cœur du collaboratif pour arriver à atteindre les objectifs de collaborer efficacement ensemble et pas se disperser. Donc, en remettant cette gestion documentaire au cœur du collaboratif ici, on arrive à du zéro doublon, du zéro erreur de version, zéro perte d'infos, zéro tâche oubliée et zéro délai explosé, pour faire simple. Voilà, donc Toyota, c'est 5.0, nous, Vision, on a aussi nos 5.0 ici. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut avoir une approche d'environnement vraiment unifiée. Dans certains cas, le collaboratif, dans la tête de beaucoup, c'est un fil de discussion. Là, encore une fois, si on veut éviter de se disperser et d'être noyé dans une masse d'infos, il faut pouvoir traiter de manière collaborative les documents de A à Z. C'est-à-dire, je crée mon document depuis un modèle, je vais pouvoir le partager avec une direction, 3 équipes projet, un partenaire externe, et tout ça sans doublon. On va pouvoir faire de la coédition simultanée avec une gestion efficace des versions pour savoir toujours, quand on arrive sur un document, quelle est la version. On va pouvoir aussi centraliser au niveau des documents de travail tous les échanges. Et là, on parle de tous les commentaires. Plutôt que d'envoyer, par exemple, un email avec pièce jointe où le message est très vite perdu. Là, on va vraiment centraliser ces échanges pour que même dans 6 mois, on puisse retrouver qu'est-ce qui a été dit au niveau des documents. Ça, c'est très important pour avoir une collaboration efficace. Et puis, bien sûr, aller jusqu'à la validation du document, notamment via la création d'une publication PDF et, si besoin, aller jusqu'à la signature électronique de ce PDF. Alors, je poursuis. Voilà, je vais passer un petit peu la main à Christopher. Alors oui, sur la partie sécurité, en fait, les 2 composants les plus attaqués du marché sont les serveurs de fichiers et la messagerie. Serveur de fichiers, il y a de nombreux ransomware. Alors le serveur de fichiers, en plus, on va voir, il est complètement obsolète d'un point de vue fonctionnel, mais des très gros problèmes de sécurité. La messagerie aussi, avec des mauvaises pratiques, comme de laisser des documents confidentiels dans sa messagerie. Donc quand sa messagerie est attaquée, évidemment, les documents confidentiels partent. Donc on verra que GoFast répond à ces problématiques-là. Et puis la partie souveraineté, alors le problème de la souveraineté, c'est que généralement on s'en rend compte trop tard. C'est-à-dire que là, en ce moment, on se rend compte qu'on a un problème de souveraineté énergétique, un problème de souveraineté alimentaire et la souveraineté numérique. Alors, c'est arrivé il y a quelques années. Nous, on traite ce problème depuis beaucoup plus d'années, mais on se rend compte maintenant que c'est aussi une vraie problématique. Alors, on a parlé du Cloud Act, etc. Mais d'une façon générale, on va dire la technologie devient un moyen de pression planétaire. Et surtout, la maîtrise des données est quelque chose de clé. Donc, comment on répond à tout ça? Déjà une centralisation de tous les contenus, l'élimination des pièces jointes, des clés USB, ce genre de choses, qui sont évidemment des très mauvaises pratiques. On a vu aussi que les PC personnels peuvent contenir des données importantes. Il faut absolument bannir ce genre de choses.
La sécurisation des accès aussi par rapport aux fichiers, aux serveurs de fichiers est très importante. Un serveur de fichiers, c'est très compliqué à administrer. C'est encore pire maintenant avec le RGPD parce que quand il y a des données personnelles, il y a un double risque sécurité et puis confidentialité des données personnelles. Et puis aussi, il faut se rappeler que 25% des attaques sont des attaques internes. Donc, par exemple, sur GoFast, le super administrateur n'a pas accès au contenu. Je rappellerai quand même que l'affaire Snowden, c'était Edward Snowden était l'administrateur SharePoint de la NSA. Il avait accès à tout, il est parti avec tout. Et puis enfin, l'hébergement. Donc l'hébergement GoFast est soit on-premise, qui a encore beaucoup de cas de beaucoup de clients, ou du SaaS souverain. Donc SaaS souverain, ça veut dire quoi? C'est-à-dire hébergé en France ou en Europe avec des capitaux français ou européens, et jusqu'à la certification SecNumCloud. Donc GoFast est la seule plateforme qui respecte toutes les circulaires, lois diverses, dont la circulaire du Premier ministre de juillet dernier. Bon, pour l'instant, ça ne concerne que les ministères, mais une déclinaison pour les collectivités territoriales serait tout à fait normale, qui indique donc que les plateformes doivent être soit SecNumCloud si elles sont en cloud, soit dans un cloud interministériel, soit on-premise. Et, si possible, open source. Donc, merci pour cette présentation. Donc, fini la théorie, passons sans plus tarder à la pratique avec un cas d'usage plutôt général et assez simple à comprendre. Merci, merci Soumia. Donc, comme disait Christopher, voilà, il a cité le nom GoFast à plusieurs reprises. Donc, pour que tout le monde puisse suivre, donc nous, on est Cvision, on est éditeur d'une solution qui s'appelle GoFast Digital Workplace. On ne peut pas vous faire la liste, la démo de toutes les applications open source de webconférence, de chat ou de partage de documents. Nous, on va vous présenter vraiment notre solution parce qu'elle est complètement en phase avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire éviter de se disperser dans d'applications. Je vais juste quitter la partie présentation et basculer sur la démo. Alors, j'espère que tout le monde voit mon partage d'écran. Là, c'est tout simplement l'application GoFast, le fil d'activité qui est partagé actuellement. Si jamais il y a un souci quelconque, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, donc dans le scénario qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, l'idée c'est qu'en fait, nous, hier, on a fait une réunion liée à un projet. J'arrive moi ce matin au bureau et je dois poursuivre la rédaction du compte-rendu de cette réunion, la finaliser avec mes collègues. Donc l'idée ici, c'est que je vais commencer par essayer de retrouver mon document. Donc je vais taper projet B GoFast par exemple, entrer et je vais retrouver donc ainsi mon fichier. Une fois que j'ai retrouvé mon fichier, je clique dessus, bien sûr, et je vais pouvoir accéder à la page de mon document où, comme on a évoqué tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir toutes les informations sous le nez, en fait, pour pouvoir travailler sur le document. Donc, une fois arrivé sur le document, je vais aller partager un commentaire avec des collègues pour qu'ils puissent m'aider, me rejoindre dans ce travail collaboratif. Donc voilà, là je suis connectée avec Steve. Je vais demander à ma collègue Soumia si jamais elle peut venir coéditer avec moi. Donc elle va tout simplement en fait rejoindre l'édition du document. Si jamais, donc là j'ai cité, elle va être alertée bien sûr, mais si jamais on a besoin, imaginons d'insister parce qu'il y a des collègues qui n'ont pas toujours le nez sur leur écran, je vais pouvoir par exemple utiliser le permalien du document. Et je vais aller contacter ici Soumia en envoyant toujours un lien et non pas de pièce jointe. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, je vois que Soumia a déjà ouvert le document de son côté. Voilà, je vois exactement qu'elle est même en coédition puisque je vois le petit verrou rouge ouvert. Je vais, dans le même bouton ici, cliquer sur coéditer avec OnlyOffice. Alors, parce que du coup, tu as été plus vite que moi. Donc voilà, là, on arrive sur la partie travail coédition, tout simplement dans le document. On a commencé le document à l'occasion de notre réunion, et puis là, maintenant, on va pouvoir tout simplement coéditer ensemble. Donc, chacun va pouvoir rédiger sa partie.
Voilà, par exemple. Donc, on peut suivre en temps réel, bien sûr, les personnes qui éditent. Je vois d'ailleurs ici qu'on est deux. Donc, voilà, c'est assez clair. Hein, je sais exactement qui se trouve dans le document. Je vois qui écrit quoi, etc. Alors, on va partir du principe qu'on a fini de mettre au propre les notes qu'on a prises pendant la réunion. Et on va tout simplement sortir de la coédition du fichier. Alors, je précise d'ailleurs que le document, quand on l'a édité précédemment, donc il était en version 1.1 et que désormais, là, il est passé en version 1.2 puisqu'on vient de le modifier. Ça, c'est très important quand on parle de travail collaboratif. 80% de l'info est dans les documents, donc il faut toujours savoir si le document qu'on va modifier est d'actualité, s'il est obsolète. Donc, voilà, je vais juste accuser l'aperçu ici pour voir toutes les modifications qu'on vient d'apporter. Voilà, je vois exactement, encore une fois, qui a édité le document et quand. Et j'ai tous mes commentaires, en fait, partagés. Une petite parenthèse, je dirais, sur la qualification des documents. C'est pas spécialement une obligation, mais ça peut toujours être pratique de connaître l'état du fichier, de savoir, par exemple, qui est l'auteur, qui l'a créé, et également le niveau d'importance. Voilà, une gestion de confidentialité qui peut être gérée donc, sur GoFast. Imaginons que vous avez un contrat qui doit rester en interne uniquement et qui ne doit jamais sortir de la plateforme qui est hébergée notamment chez vous. Et bien là, vous allez pouvoir sélectionner données internes. Du coup, vous pourrez plus télécharger le document pour le sortir de la plateforme. Ça, c'est un exemple. Alors, je poursuis sur d'autres outils collaboratifs, c'est très important. Je me suis rendu compte, par exemple ici, que mon document, il est dans deux emplacements. Donc, il est dans une organisation qui s'appelle Démodé ici, et il est également dans la partie projets transversaux, notamment le projet B, auquel est lié ce compte rendu. Et là, je me dis, bon, on a édité avec soumis le document, par contre, il faudrait peut-être que je partage avec les partenaires, puisqu'en fait, on a un partenaire également qui travaille sur ce projet. Donc, je vais aller cliquer sur modifier la visibilité, les emplacements, tout simplement, et je vais aller cocher ici des mots partenaires. Voilà. L'objectif, pour avoir un travail collaboratif efficace, il faut absolument pouvoir partager les documents sans doublon avec toutes les personnes qui doivent intervenir sur ce document. Voilà, donc j'ai fait mon partage. On va finaliser, donc relire le document, mettre au propre. On va partir du principe que c'est fait. Et je vais pouvoir ici maintenant aller jusqu'à lancer un processus de tâches, c'est-à-dire un processus de validation de ce document. Alors, je vais aller cliquer sur nouveau processus et je vais lancer le processus mis à ma disposition. Donc là, je vais mettre, par exemple, finaliser le CR. Je vais mettre comme date d'échéance demain. Donc, bonjour, merci de relire. Et mon document, vous voyez, il est déjà en fait préchargé dans mon formulaire. Ça, c'est important. Je n'ai pas besoin de jongler encore une fois entre un outil de gestion de tâches, partager un outil de processus et un entrepôt documentaire. Il faut absolument que tout soit en permanence lié. Donc, je vais ici demander une tâche de validation, par exemple à Olga. Voilà, validation. Je vais également demander une tâche de validation à Christopher. Voilà. Et on va même aller jusqu'à demander donc une signature. Et là, on va demander une signature, par exemple, à Olga. Allez, hop. Voilà. Je me permets une petite parenthèse parce que donc l'objectif, encore une fois, avec GoFast, c'est de pouvoir traiter un document du modèle jusqu'à la signature. À partir du moment où vous avez, par exemple, besoin d'une signature à valeur probante. Donc, nous, on est éditeur de GoFast, on n'a pas vocation à faire de la certification signature. Il y a des experts, il y a des sociétés expertes dans ce domaine. Donc, on va plutôt travailler avec ces éditeurs, que ce soit par exemple YouSign,
On a cité tout à l'heure DocuSign comme étant une alternative US pour la signature. Donc nous, c'est un petit peu notre concept quand même. L'idée, c'est de mettre en avant les solutions souveraines. Donc là, j'évoque par exemple un de nos partenaires qui est USign, et on a intégré dans l'exemple ici le fait de pouvoir signer avec cette société un document. Donc vous avez la possibilité par exemple de choisir signature avancée ou basique. On peut également, voilà, on a fait aussi des intégrations avec du Pasted pour le e-paragrapher, c'est Libriciel. On fait également de la signature qui s'appelle e-subsignature, qui est pas mal utilisée dans l'éducation supérieure. Donc voilà, on peut faire un certain nombre d'intégrations ici avec des parapheurs tiers. Aussi, chose importante, hein, on a évoqué le fait qu'il y a d'un côté un document de travail et qu'à la fin, il faut générer un document qui soit une publication et si possible au format PDF. Donc là, je vais aller dire que je veux, avant la signature, que mon document génère une publication PDF. Ça, c'est un concept qui est aussi très important. On a d'un côté notre document de travail avec toutes les versions de travail, les commentaires de travail qu'on a aperçus tout à l'heure, les métadonnées, l'état, etc. On n'a pas envie de partager ces infos-là avec la direction ou avec un partenaire à qui on va juste envoyer un PDF pour signature. Donc, je clique ici, créer publication PDF avant signature. Je lance tout simplement mon processus. Voilà, et puis il y a tout simplement les tâches qui vont être envoyées les unes après les autres pour faire cette partie validation puis signature. Voilà, après, l'idée, c'était peut-être pas de dérouler jusqu'au bout tout le processus jusqu'à la signature, mais ça qu'on a quelques minutes. Hein. Je peux peut-être rapidement donc, vous montrer. Alors, j'ai juste basculé donc, sur mon compte personnel à moi. Voilà. Donc, en fait, quand on est notifié dans le cadre d'une demande de validation ou de signature, quand on clique sur le document, on va arriver bien sûr sur la page du document, mais en plus, on va être automatiquement positionné ici sur l'onglet tâches où on voit que Steve nous a assigné une tâche pour validation. On voit l'échéance ici et je vais, sans quitter la page de mon document, pouvoir traiter ma tâche. Je vais mettre très bien. C'est validé. Et je vais tout simplement cliquer sur valider les documents. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer cette partie étape de validation. Encore une fois, c'est très important de avoir le moins de pages entre lesquelles on jongle, le moins d'outils entre lesquels on jongle. Donc pour résumer, là j'ai créé mon document depuis un modèle. On l'a coédité ensemble avec Soumia. Il est partagé dans 3 emplacements différents. Chacun de ces emplacements va avoir ses membres. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Et bien sûr, je vais avoir un certain nombre d'informations qui sont liées à ce document, le suivi des versions, le suivi des commentaires. Je remets juste, c'est une partie qui peut paraître anodine, mais c'est très important, encore une fois, de centraliser tous les échanges. Demain, j'ai Christopher qui veut jeter un coup d'œil sur le document pour savoir qu'est-ce qui a été dit et pourquoi est-ce qu'on a marqué dans le compte rendu. Eh bien, il va avoir tout le feedback plutôt que d'aller demander à une personne à côté ou d'aller chercher dans ses emails. Tout ça remplace des mails, hein, évidemment. Oui. Dans l'ancien collaboratif de l'ancien monde, on va dire, à chaque fois d'un commentaire comme ça, on aurait reçu un mail avec une pièce jointe. Quand on ouvre la pièce jointe, c'est pas la bonne version, etc., etc. Alors, on a inversé complètement la tendance. Et c'est le document qui reste au centre, les commentaires sont autour. Donc pour plein de choses, la fatigue, la piste d'audit, le risque d'erreur, cette méthode-là est 100 fois meilleure et diminue évidemment drastiquement le nombre de mails. Voilà, et puis juste pour rappeler aussi, c'est bien d'avoir un fil de discussion en temps réel, mais si ce fil de discussion en temps réel est décorrélé de la gestion documentaire, du suivi des tâches, en fait, encore une fois, on fait qu'empiler les applications. Donc là, je remercie tout simplement Soumia de m'avoir aidé sur le document. C'est validé. Voilà. Et encore une fois, si on partage des documents ici, eh bien, c'est des liens. Je clique, je suis sûre derrière sur la dernière version. Alors, je vais aller montrer aussi, pour finir cette présentation, à quoi ressemble un espace de travail. Donc, sur la plateforme GoFast, on va avoir des espaces de plusieurs types. Un type organisation, ça va être tout ce qui est
plus ou moins votre organigramme, donc direction, service, pôle, etc. Les espaces de type groupe qui vont être des projets transversaux. Je sais que quand je suis dans un espace type groupe, je travaille avec d'autres directions. Voilà. C'est vraiment d'un point de vue compréhension humaine qu'on a fait cet arbitrage. Je vais cliquer sur Solution Marketing et Com. Et là, attention, c'est un vrai espace de travail. Hein, c'est pas pour la démo. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble pour de vrai, tout simplement. Là, j'arrive par défaut sur Onglet Documents. Si je veux voir qui a accès à ces documents, eh bien, je vais tout simplement cliquer sur Membres. Voilà, je vois qui est administrateur de cet espace, qui sont les contributeurs, qui est en lecture seule. Christopher a évoqué tout à l'heure sa slide sécurité, l'affaire Snowden. Donc, sur GoFast, chaque espace de travail collaboratif, donc direction, service, projet transversal, un espace extranet pour partager avec un partenaire, etc., va avoir ses administrateurs métiers. C'est pas parce qu'on est super admin sur la plateforme qu'on a accès à tous les espaces et qu'on a accès aux documents. In fine, c'est le responsable des documents, donc de service, projet, etc., qui donne ou pas ses accès et qui détermine le rôle qu'on va avoir dans l'espace. Donc, quelque part, on remet le métier au centre de sa propre gestion documentaire. Ça, c'est très important en termes d'autonomie, en termes de flexibilité, en termes de gain de temps, parce que quand on doit demander à son équipe IT de rajouter une personne qui vient d'arriver dans le service, voilà, les délais se prolongent. Voilà, donc ça, c'est la partie membre. Et là, on a bien sûr aussi une partie tâches collaboratives. Donc, encore une fois, je suis dans le même contexte, marketing et comme ici, j'ai mes documents, j'ai mes membres et j'ai mes tâches collaboratives qui sont rattachées à cet espace de travail, y compris le webinar de ce jour. Voilà. Donc, je vais pouvoir cliquer sur une des tâches et voir le détail. Par exemple, nous sommes en train aussi de travailler, de démarrer le travail sur un événement dédié à l'éducation supérieure qui s'appelle le tiers. Je vais cliquer sur ma petite carte. Je vais voir qui sont les participants, bien sûr, qui est responsable. Je vais pouvoir voir ici les documents qui sont liés. Hein, ça, encore une fois, c'est primordial, lier les tâches aux documents, les flux de conversation aux documents, les flux de conversation aux tâches, etc. J'ai ma to-do list, donc je vais pouvoir ajouter chaque ligne dont j'ai besoin. Parce que si on prend l'exemple de Trello, parce que la plupart de vous, je pense que vous connaissez l'outil Trello. Dans Trello, hein, c'est aussi du Kanban. On va aussi pouvoir créer une tâche, mettre une échéance, un descriptif. Là, pour citer quelques écarts des éléments sur lesquels on a vraiment réfléchi côté GoFast, c'est que c'est bien d'avoir des participants, mais il faut avoir un responsable. C'est bien d'avoir un responsable, mais il faut des participants. Il faut vraiment savoir qui doit manager la tâche et qui va, à un moment ou à un autre, participer, contribuer dans ces tâches. Et dans la to-do list, il faut absolument pouvoir dire pour chaque ligne qui est assigné à quoi et quelle est l'échéance. Donc voilà, est-ce que Christopher, tu avais un autre élément que tu voulais préciser, parce qu'on a évoqué donc la Non, ce qu'on peut préciser, c'est que souvent on entend oui, mais il n'y a que Teams, etc. Ben là, vous voyez, on est monté à plus de 90 participants à un moment, presque 90 participants, il n'y a eu aucun souci, avec un broadcast en plus temps réel sur la partie YouTube, on aurait pu monter à 1000 ou 2000 participants sans aucun souci. Ben voilà, il y a des freins psychologiques qui ne sont que psychologiques. Ce type de plateforme, et je le répète, on est unique dans ce domaine, existe. Et il n'y a plus qu'à les utiliser. Donc après, on a vu pas mal de questions aussi sur la migration. Évidemment, une plateforme comme celle-ci, ça se démarre pas en 5 minutes, enfin, dans le sens où il y a un projet de migration, il faut accompagner le changement, puisqu'on est dans la dématérialisation des contenus, mais aussi des processus. Mais en fait, même si ça peut prendre du temps, il y a des gros gains de productivité à la clé, beaucoup moins d'erreurs, et aussi une augmentation du collaboratif, hein, c'est-à-dire que souvent les organisations sont encore très en silo. Pourtant, c'est de plus en plus compliqué parce que les gens sont à distance, on voit en déplacement, etc. Et donc, ça permet de révolutionner le collaboratif et faire que tout ça soit une vision de long terme, sans avoir ajouté à chaque fois des applications supplémentaires. Vous avez tout, sauf le mail. Hein, oui, j'ai vu une question passer
C'est ce sujet. D'accord, j'ai pas vu la question, mais effectivement, pour le mail, on a un partenaire qui s'appelle Bluemind, qui a fait un petit peu la même philosophie de produit que la nôtre, dans le domaine d'un serveur Exchange open source, donc qui permet aussi de faciliter la transition. Là, on vous a montré OnlyOffice en termes de suite bureautique, qui permet une transition entre la suite Office et autre chose, on va dire, mais qui reste complètement compatible avec Office. Et on a beaucoup de clients qui utilisent deux, donc c'est pas antinomique. Alors, juste, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui voulaient prendre la parole. N'hésitez pas à activer votre micro si vous souhaitez partager la question haute voix. C'est assez sympa de partager haute voix si vous avez des cas d'usage à évoquer, des projets, des problématiques. Et juste pour reboucler et finaliser, là, tout à l'heure, on a vu la démo, donc document de travail, hein, c'était un DocX, on a fait nos commentaires, etc. Et à un moment, dans le cadre de mon processus, j'avais effectivement démarré la publication, puisque vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai lancé le processus, j'ai demandé une tâche de validation, puis j'ai programmé comme quoi, avant la signature, il y ait un PDF qui soit généré. Donc là, c'était juste pour vous montrer le fait que je suis maintenant sur mon document qui est en PDF. J'ai toujours ici un lien vers le document de travail d'origine, qui va avoir ses versions, ses commentaires. Et mon PDF, je vais pouvoir le partager avec d'autres directions, avec notamment, par exemple, la direction générale. Et il va avoir, bien sûr, son état qui va être automatiquement mis en attente de signature, puisque le processus, voilà, j'ai programmé une demande de signature. Et il va avoir sa propre gestion des versions. Donc ça, c'est très important d'avoir à la fois un cloisonnement, une séparation entre le document de travail et la publication finie, et tout en ayant en fait un lien entre les deux pour pouvoir, comme ici, switcher de l'un à l'autre, peu importe où ils sont classés. Donc, voilà. Je rappellerai donc quand même ce qui est assez fondamental, hein, c'est que depuis des années, on va dire, le collaboratif a été traité sans le documentaire. C'est une faute des applications, des applicatifs. Historiquement, il y avait des intranets, après il y a eu des réseaux sociaux d'entreprise, on a dit l'avenir c'est le Facebook d'entreprise. Maintenant Microsoft nous dit l'avenir c'est de faire que du type toute la journée, de s'envoyer des centaines de messages toute la journée. Et en fait, jamais la partie documentaire n'a été traitée correctement. SharePoint n'est pas très bon, il faut le dire, et très désintégré par rapport au reste des applications de Microsoft. On a un entrepôt OneDrive, un entrepôt SharePoint, un entrepôt Teams, etc. C'est incompréhensible pour l'utilisateur de base. Et donc voilà, donc le documentaire n'a jamais été au centre de la collaboration. On a essayé de vous démontrer qu'il faut impérativement que le documentaire soit, le document, les contenus, soient aussi dans la collaboration. On a tout le reste, hein. Vous avez vu le chat, la vidéo, les tâches Kanban, le workflow, la signature, il y a tout, mais il faut tout avoir. Voilà. Peut-être les slides des références. Oui, juste. Alors, j'en profite pour dire qu'on voit bien passer vos questions. On vous répondra a posteriori si jamais on ne peut pas répondre à tout de suite. Hein. Voilà, donc, Christopher, comme tu disais, il y a quelques références hein, pour montrer qui utilise la plateforme GoFast. Donc, on a énormément de secteurs publics. On a bien sûr des sociétés privées aussi, mais historiquement, c'est vrai que les administrations, les collectivités, les ministères, ils étaient sensibles aux arguments d'open source, de souveraineté. Donc, sans parler bien sûr du fait que la plateforme est efficace. Hein. Faut pas l'oublier. Voilà. En plus, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a historiquement, même si la plateforme est très généraliste et peut convenir aussi bien à une PME, à un grand groupe que à une mairie, une région, voilà, on a beaucoup de secteurs publics parmi nos utilisateurs, aussi bien en France. Là, par exemple, depuis 2016, toute la documentation du logiciel Chorus de l'AIFE, donc ministère des Finances, est gérée sur GoFast. Donc, pour faire simple, si le ministère des Finances GoFast ne marche plus, ils ne peuvent plus mettre à jour ni les specs, ni la documentation du logiciel Chorus. Dans le référentiel sécurité, hein, donc là, il y a aussi on a des références dans le domaine de la sécurité qu'on n'a pas affiché là, hein, mais évidemment, tout ce qui est données sensibles va très très bien sur une plateforme GoFast. Même si maintenant, de nos jours, quasiment tout est sensible. Enfin bon, voilà, donc on a aussi des références qu'on ne peut pas montrer là. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est essentiellement des grosses références. Hein, dans le secteur de l'éducation, actuellement, ça va très très fort. Notre première référence a été l'INSA. On a des régions, des conseils départementaux, des villes de taille moyenne et grosses.
voilà, plus des niveaux ministériels. Et dans des sociétés privées, donc on peut dire que notre premier client était une société privée, hein, et une société privée, Botanique, qui est concurrent de Truffaut, plusieurs dans le retail, banque privée, société de sécurité. Et puis d'Everywhere aussi, qui est une boîte de sécurité informatique. Et un petit mot pour dire que on n'est pas, enfin, on a une solution française, hein, basée en Haute-Savoie, mais que on a des utilisateurs en fait en Europe et même en dehors de l'Union européenne, puisqu'on a notamment le Mali, donc la MRTP, qui est une agence de régulation des télécoms et des postes malienne, voilà, pour donner un exemple. On a une agence européenne, hein, l'agence de prévention des drogues au Portugal. Et je viens de vous passer un message juste sur la notification. Au niveau éducation, là, c'est plutôt l'enseignement supérieur et la recherche. Hein. Donc, notre première référence a été l'INSA Lyon, hein, qui est une très belle référence. Après, on a enchaîné le Mans, l'Université du Mans. On est en train de faire un très gros POC avec Lyon 1, notamment. Et on va bientôt être au groupe logiciel, un peu qui référence les plateformes de tout le ministère de l'Éducation nationale. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions. Voilà, comme passer de la version community à la version enterprise. Voilà. Il va y avoir une vraie GED dans l'outil collaboratif. On a refait l'interface via Drupal pour le côté collaboratif, convivial, etc. On utilise un moteur de recherche qui s'appelle Apache Solar. On a du Bonitasoft qui est le moteur de workflow. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop Bonitasoft, c'est une société française, ils sont basés à Grenoble, c'est une super techno open source. OnlyOffice, hein, on l'a vu lors de la coédition. Pour la partie, j'allais dire alternative à la partie Teams, hein, on a GTmeet Element Matrix. Donc, comme disait Christopher, hein, c'est vrai que c'est souvent un frein psychologique, le fait de dire, tiens, il y a une solution comme Jitsi. Là, on est monté à, combien t'as dit, plus de 80 personnes, 90 personnes. Plus le live streaming. Plus le live, ouais. Voilà. Donc voilà, Jitsi tient très bien. Et on a aperçu la partie chat à un moment. Ça, c'est Element Matrix. Ces technos-là, il est notamment utilisé par Thales ou par l'État. Sous le nom de Citadel, chez Thales et CHAP pour l'État. Donc voilà, alors non seulement on a intégré, j'allais dire même fusionné ces technos ensemble pour faire un environnement unique, mais par-dessus, il y a quand même plus de 7500 jours hommes de R&D. Ça, c'est important, c'est tout le travail d'interface, d'ergonomie, de convivialité, de moins de clics, moins de scroll possible, etc. Voilà, et puis on a évoqué le périmètre fonctionnel, GED, processus, collaboration, recherche, RSE et administration simple. Voilà, hein, ça c'est juste quelques exemples de cas d'usage. On a évoqué donc le remplacement de serveurs de fichiers. Historiquement, c'est par là qu'on a commencé. Réponse à des problématiques de GED transversal, de télétravail. Ça, on l'a vu dans la démo. On travaille aussi avec pas mal de références sur des notions de data room, gestion de documents confidentiels. On a fait aussi beaucoup de dématérialisation de processus, de courriers, de factures, de formulaires. Par exemple, des formulaires de demande d'action sociale. Hein, je ne sais pas, par exemple, demande de subvention à la rentrée scolaire avec toutes les pièces justificatives et la gestion qui va avec. Télétravail, et effectivement. Voilà, jusqu'à la signature, ça on l'a vu. Et puis possible, bien sûr, de couper GoFast à un outil de SAE, puisque dans GoFast, on va pouvoir gérer l'état de préarchivé et la notion des liens. Donc comme ça, après, on va pouvoir vider, j'allais dire, l'entrepôt de GoFast une fois que ces documents doivent aller vers un SAE. Donc voilà, petite synthèse. J'allais dire dans les grandes lignes, hein, comparatif entre notre plus gros concurrent qui est 365 et GoFast. C'est un résumé de ce qu'on a évoqué pendant cette réunion ce matin. Sachant que dans le secteur public, hein, il y a donc une pression assez forte sur l'interdiction de la partie SaaS souverain dès qu'il y a des données de citoyens français, d'agents, évidemment de recherche critique, hein, ça c'est évident. Voilà, donc on a évoqué la partie plateforme dédiée plutôt qu'un cloud mutualisé.
évoqué également le côté application intégrée plutôt qu'une collection d'applications en millefeuille. On n'a pas trop parlé de la partie tarifaire, mais pour faire simple, si on prend les prix publics de Microsoft, surtout face à l'offre E1 d'Office, on est à 4 fois, quasiment 4 fois moins cher, pour faire simple, par utilisateur, bien sûr, pour une plateforme dédiée. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi sur l'open source, hein, c'est que donc on a un modèle un peu à la Red Hat, hein, c'est-à-dire que pour les DSI, l'open source, en face ils ont une communauté quelque part. Nous on offre un service et c'est nous qui sommes responsables face au DSI que tout cela fonctionne. C'est un énorme travail, hein, surtout maintenant avec tout ce qui est sécurité, tous les patchs sécurité, la veille sécurité, les mises à jour. On garantit qu'aucun des composants est end of life, donc est en fin de durée de vie. Donc, c'est nous qui allons faire les migrations majeures de tous ces composants-là. Et dans certains cas, même le remplacement d'un composant qui ne coûte donc rien à nos clients. Je vais prendre des exemples. CentOS va arriver en fin de vie. On va s'occuper de changer le composant, enfin l'OS CentOS par autre chose. Ou on est le cas dans le cadre du chat. On a changé de technologie en 2020, la technologie de chat. Ça n'a rien coûté à nos clients. Donc là, il y a vraiment une énorme valeur ajoutée par rapport à essayer de le faire soi-même. On connaît un ministère qui a fait ça, ça lui a coûté 3 millions d'euros. Je ne sais même pas si ça fonctionne encore. Voilà, on a vu 7500 jours de développement. Technologiquement, le niveau est très très élevé, puisque ce sont que des technologies assez critiques. Voilà, donc c'est un vrai métier. Alors, juste, j'ai vu passer une question sur comment on gère les mises à jour quand c'est du on-premise. Eh bien, on met en place des permissions d'accès, bien sûr, au serveur. Et c'est notre équipe qui ouvre un ticket à la page du client pour dire qu'il y a une mise à jour qui est disponible, valider avec le client que la date lui convient, le créneau lui convient. On passe la mise à jour et puis après, on fait un test d'intégrité pour vérifier, s'assurer que tout s'est bien passé. Et après, bien sûr, ça dépend du client. Donc, par défaut, c'est un accès direct. Il y en a d'autres où c'est plus critique. Et là, il y a un accès sur un poste de résistance ou bien un VPN, des choses comme ça. Donc, voilà, ça, c'est juste quelques témoignages. Hein, mais on partagera de toute façon ces slides avec vous. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, je vois la question de comment on organise les backups en mode on-premise. Eh bien, ça dépend en fait du client, hein, pour faire simple. Dans la plupart des cas, c'est le client qui gère ses backups. C'est plutôt les snapshots de VM hein, qui sont réalisés. Alors, je vois qu'il y a un certain Sébastien qui pose la question sur la portabilité, c'est ça? Ah oui, pardon. Ok. Merci, merci pour votre présentation. Merci beaucoup à vous d'avoir été aussi nombreux ce matin. Donc, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Voilà. Bon. Bah, merci. N'hésitez pas donc à nous contacter hein, pour répondre plus à vos questions si jamais vous en avez d'autres. Et puis évidemment, avoir une démonstration un peu plus personnalisée. Voilà, vous avez vu l'outil unique, un outil unique hein, qui existe en France et donc on ne retrouve même pas ce genre d'outil aux États-Unis, de par la philosophie de la façon dont c'était réalisé. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et très bon déjeuner et bonne journée. Voilà, donc de toute façon, on va vous renvoyer un email a posteriori et nos coordonnées si vous avez besoin de poser d'autres questions, et même un lien vers nos forums, puisqu'on a des forums de la communauté où il y a beaucoup d'échanges sur les bonnes pratiques aussi, et les cas d'usage autour de GoFast. Merci beaucoup. Bon appétit encore une fois, et puis à très bientôt. Merci.